Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Ignace Bonne. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Mes frères et sœurs, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est vraiment pas de la blague. Cette histoire que nous allons entendre là maintenant est hors du commun. La fille face à l'homme transformé en serpent, qu'est-ce que c'est? On lui dit qu'il s'agit d'une fille qui s'est retrouvée dans une chambre avec un homme. Et à un moment donné, son frère l'a appelée pour lui dire que là où elle est, vraiment, elle est en danger, qu'elle quitte ce lieu. Mais elle pensait que c'était de la blague. Quand l'homme avec qui elle a entré dans cette chambre d'hôtel-là s'est transformé en un reptile hors du commun et était face à elle comme ça. Sérieux? C'est hors du commun. Écoutons cette histoire. L'histoire se passe au Gabon, dans une province du Gabon. Une jeune fille qui gère un bar. Elle gère un bar, on va appeler la fille Annie. Et le propriétaire du bar, on va l'appeler Marc. Annie gérait le bar de Marc. C'est comme ça qu'un soir, elle a eu un client, un jeune homme, beau, élégant, véhiculé et tout. Il est venu avec des amis. Et Annie l'a tapé dans l'œil. Et elle aussi, le gars l'avait tapé dans l'œil. C'est comme ça que le gars, il est revenu après. Il est devenu un client fidèle. Et à chaque fois qu'il venait, il faisait la cour à Annie. Et tout, après, Annie a accepté les avances du gars. Le gars s'occupait d'elle. Il donnait des sous et tout. Mais Marc, le propriétaire du bar, voyait le gars. Il ne voyait pas clair. Il disait à Annie, tu sais, je te prends pour une soeur, une fille. Mais ce gars-là, il ne m'inspire pas confiance. Mais elle ne voyait rien. Mais dans tout ça, il n'avait pas encore eu de rapport. Elle n'avait pas encore eu de rapport avec ce jeune gars. Comme ça qu'un soir, le gars l'appelle dans la journée d'abord. Tu finis à quelle heure? Elle a donné l'heure. Elle a dit, ok, je vais te chercher, on va passer du temps ensemble. Elle était contente, puisque le gars s'occupe d'elle sans jamais rien lui demander. Et que si aujourd'hui il lui demande quand même, elle va tout lui donner. C'est comme ça que le gars est venu lui chercher après le boulot. Ils sont allés dans un motel de la place, réputé aussi. C'est comme ça que, arrivés à l'hôtel, ils sont arrivés à l'hôtel dans les 23 heures. Le gars a dit à la go, va d'abord te débarbouiller. La go est partie, elle s'est débarbouillée et tout et tout. Elle est venue. Elle portait une serviette, juste la serviette, elle n'avait rien dessus. C'est comme ça que le gars a dit, ok d'accord, je veux aussi aller à mon tour. Il est entré dans la salle de bain. Il a allumé le lot. 23h, 24h, le gars était toujours dans la douche. Elle s'inquiétait, elle a commencé à appeler. Elle dit, comment ça va? Oui, ça va. Donc du coup, elle s'assoupit. Quand elle s'assoupit comme ça, elle se réveille. Il est déjà 1h du matin, 2h. Et c'est comme ça que son téléphone sonne. Le téléphone de la fille sonne. Il appelle, c'est son grand frère. Son grand frère lui demande, tu es où? Elle dit, non, je suis à la maison. Le grand frère lui dit, non, tu n'es pas à la maison. Là où tu es, peu importe ce que tu fais, pars de là parce que tu es en danger. Donc du coup, le gars qui est dans la douche, il a entendu la conversation. En fait, il a senti tout ce qui s'est passé. Il a senti que la go voulait partir. D'un coup, elle n'a rien compris. Elle s'est retrouvée nez à nez avec le gars. C'est que le gars, du cou jusqu'au pied, était transformé en serpent. Donc il ne restait que la tête. Le gars l'a enroulé et il s'est mis, sa tête s'est retrouvée face à face avec la tête de la go. Elle a eu tellement peur qu'elle n'a même pas pu crier. Elle a juste fait pipi, fait caca là d'où elle était. Elle était en train de le regarder. Il se regardait les yeux dans les yeux. Et c'est comme ça, en le regardant, elle a regardé dans un coin de la chambre. Elle a vu sa grand-mère.
Et sa grand-mère lui a dit, ris, 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 ris. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à rire. Quand elle s'est mise à rire comme ça, le gars lui demande, tu ris quoi? Tu ris quoi? Quand elle a commencé déjà à rire, le gars a commencé à lui desserrer légèrement. Elle a dit non, tu ne me fais pas peur. Ce que tu fais là, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, donc tu ne me fais même pas peur. Le gars a demandé, c'est faux, tu mens. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Il a senti la présence de la grand-mère de la fille. Il dit, je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre qui te demande de faire ça. Il a desserré la fille. Il a desserré. Il est retourné dans la douche. Il s'est retransformé en être humain. Il est venu. Il a ramassé les choses de la fille. Il a chassé la fille, elle lui dégage. Donc elle est sortie de la chambre d'hôtel à poil avec tout ce qu'elle avait fait sur elle. Il a pris les habits de la goule, il a jeté. Comme ils étaient à l'étage, il a jeté. Donc elle est descendue de l'étage jusqu'en bas, à poil. Et c'est comme ça que le gardien lui a vu. Il a dit, oh ma soeur, c'est comment? Le gardien lui a donné un petit chiffon là pour porter. Et le gars après, il est descendu, il a suivi la goule jusqu'en bas. Et il s'est mis à genoux devant elle. Il lui a supplié de ne lui rien dire. De ne dire à personne que même si tu racontes l'histoire, ne dis jamais mon nom. Et la go a accepté, elle est partie. Et après ça, elle allait à l'église. Elle allait faire genre la confession. Mais on lui a dit, mais il faut que tu dises le nom. Elle ne peut pas dire le nom du gars parce que le gars a dit, si elle dit son nom, il va mourir. Et finalement, si tu ne dis pas ta confession, non, ça veut dire que tu n'es pas délivré. Et elle dit qu'elle voit souvent le gars. Elle voit souvent le gars ici, dans la province, dans la ville, il se balade, il est avec des nouvelles filles et tout. Donc, le but c'était quoi? Quand le gars lui a surpris et tout, quand il lui a attaché, elle était censée crier, avoir peur. Et si elle criait, il allait prendre son âme. Il allait prendre son âme et elle allait devenir folle. Mais comme elle n'avait pas crié, son plan n'avait pas réussi. Ça n'avait pas marché. Donc c'était un peu ça, tout ce qui prenait par or, parce que c'était un bel homme, un jeune gars bien véhiculé, tout qui a de l'argent. C'est un beau garçon. Tout ce qui prenait pas or. Et quand on nous conseille, apprenons. Quand on nous conseille, apprenons à écouter un peu les conseils, parce que le patron, le propriétaire du bar lui avait déjà dit que non, ce gars ne m'inspire pas confiance. Mais elle s'était entêtée. Bon. Waouh! Avez-vous entendu tout cela? Incroyable ce monde. Bien, nous écoutons encore le témoignage. C'est parti. Je bénis Dieu parce que je me rends compte que j'ai frôlé peut-être quelque chose de grave que je ne savais pas. À cause de ces histoires, j'ai vraiment réalisé que les mystiques, en fait, les dehors est risqué comme on le dit souvent ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais quelqu'un quand j'étais à l'université, je rencontrais quelqu'un qui m'a abordé et qui m'a présenté vraiment les signes d'amour, qui disait m'aimer et que j'aimais bien aussi en retour, que je m'aimais vraiment beaucoup d'ailleurs. Alors le monsieur ne cessait de me dire qu'il m'aimait et qu'il voulait m'épouser. Et moi, ça m'arrangeait déjà, ça m'arrangeait. Mais seulement, moi, je ne voulais pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Bon, je lui dis, ok, d'accord, puisque tu vas l'épouser, alors attendons le mariage. Lui, il me disait, non, moi, je veux vraiment avoir des relations sexuelles avec toi, je veux te connaître avant de t'épouser. Moi, je lui dis, non, c'est pas possible. Alors, ça créait vraiment beaucoup de tension entre nous. Ça créait vraiment beaucoup de tension. Et là, il est arrivé qu'on ait des flirts, ce qu'on appelle les préliminaires avant d'avoir de relations sexuelles. On a eu une habitude de flirter. Alors, il s'est passé quand même quelque chose d'étrange. Quand on a fini, on a flirté. Bon, moi, je voulais vraiment pas arriver jusqu'au bout. J'ai refusé, carrément. Alors, on a arrêté. Quand on a arrêté le flirt, le monsieur me dit,
permets-moi de te nettoyer en bas avec le papier, soit une lingette. Quand je lui dis non, il me dit, s'il te plaît, permets-moi de te nettoyer et tout. Bon, moi, je lui dis non carrément parce que moi, dans ma tête, quand je lui disais non, en fait, figurez-vous que il a fait ça comme ça à 2 reprises. Il a insisté dans la maison où si je voulais vraiment pas aller jusqu'au bout, il devait quand même me nettoyer. Bon, moi, à l'époque, je me disais, bon, c'était par amour qu'il le faisait, qu'il me le demandait, bien sûr. Je me disais que c'était par amour, qu'il voulait à tout prix me nettoyer en bas, hein, et je voulais pas. Mais aujourd'hui, avec toutes ces histoires, je comprends qu'en vrai, il n'y avait pas d'amour parce que finalement, il a fini par rompre. Il a vraiment fini par rompre et il a rompu d'une manière vraiment brutale, humiliante, si je peux le dire, dans la maison où il rentre aujourd'hui et dans une semaine ou 2. Et le jour où il a rompu, c'est un jour où il m'a vraiment forcé d'avoir de relations sexuelles. J'ai refusé et il m'a chassé de chez lui. Après, 2 semaines après, il avait fiancé une autre fille. Après, il s'est marié avec cette fille. C'est vraiment quelqu'un de très prospère. Mais je bénis quand même Dieu. Je me dis, aujourd'hui, avec toutes ces histoires qui se passent ici, je me dis peut-être que le monsieur voulait retirer quelque chose de chez moi. Je ne sais pas quoi, mais je bénis Dieu que tout cela ne soit pas arrivé en tout cas. Merci. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, autant ensemble notre témoignage, c'est parti. Quand j'étais enfant, dans ma petite enfance, je vivais avec ma famille dans le centre-ouest de mon pays. Puis du coup, rendu avant mes 7 ans, disons, j'ai un grand cousin qui était fonctionnaire dans une ville de l'intérieur du pays, qui est venu voir mes parents disant qu'il voulait m'adopter, il voulait m'avoir avec lui parce qu'il m'aimait beaucoup et que j'étais très intelligente. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et après le mois de juillet, et pendant les vacances, il est venu me chercher et il m'a emmené avec lui dans sa ville à lui. Et j'ai commencé ma petite vie d'innocente. Je suis restée là-bas jusqu'à mon adolescence. J'ai fait mon primaire et mon collège dans cette ville-là. Puis une fois, comme ça, j'avais idée de rien. Du coup, c'est comme si je pensais pas trop à ma famille sur le coup, vu que j'étais bien traitée. Sur le coup, je pensais pas trop à ma famille. Lui, c'était mon papa et puis sa femme qui était un petit peu sa cousine éloignée, était aussi ma parente. Du coup, je me sentais pas étrangère, fait que je faisais partie intégrale de la famille. Donc, je me sentais ainsi et puis tout était beau. Puis après ça, il y a eu la séparation avec sa femme et puis il a rencontré une autre jeune femme de la région où il était en fonction. Et c'est là que tout a basculé. Et cette nouvelle conjointe-là, vraiment, nous traitait tellement mal que du coup, c'est elle qui, à chaque fois qu'elle me réprimandait, elle me faisait savoir que je n'étais pas l'enfant du monsieur, là, de mon cousin. Moi, j'ai toujours pensé que c'était mon père. Fait que, comme ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai commencé à faire attention. Je voyais qu'effectivement, on n'avait pas les mêmes noms de famille avec lui et ses enfants. J'ai commencé à faire de petites recherches et du coup, j'ai commencé à fouiller dans les agendas de mon père adoptif. J'ai commencé à fouiller dans ses agendas et puis c'est là que j'ai découvert pas mal de choses. Et dans mon pays, vu que quand tu obtiens l'entrée en 6e avec une certaine moyenne, tu as droit à une bourse d'études qui était de 12 000 francs. Quand j'ai pu avoir ma bourse d'études, je l'ai gardée et j'ai demandé à une personne qui... À l'époque, il y avait comme des mamans d'école là,
dans nos collèges. Fait que j'ai demandé à ma maman d'école de m'aider à retrouver ma famille. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je suis allée, j'ai retrouvé ma famille. Elle m'a aidé à retrouver ma famille, ce que j'ai fait. Je me suis rendue à la capitale de la ville où j'étais. J'ai emprunté un car, je me suis rendue à la capitale. Et de là-bas aussi, j'avais tout marqué sur papier, jusque dans mon village. Vu que c'était les vacances, évidemment, tout le monde était rentré dans le village natal. Et donc, je suis arrivée à la cour familiale. Personne ne me reconnaissait là, parce que j'étais devenue une jeune fille. Et c'est comme ça que je me suis présentée dans les nouvelles. C'est là ils ont commencé, oh c'est toi, on t'a même pas reconnu, si on t'aurait vu quelque part, on t'aurait dépassé, tu as tellement grandi, et puis patati patata. Puis moi, tout euphorique, là, j'avais hâte de voir, dans le fond, j'avais hâte de voir mon père. J'ai toujours fantasmé sur mon père, je posais des questions, et papa, est-ce qu'il est devenu vieux, comment il est devenu, et puis tout euphorique, toute contente, là. Puis on m'a dit non, papa, il est allé, vu qu'il n'avait pas transféré ses comptes, il est allé dans sa ville pour prendre son salaire. Il va mettre 2 à 3 jours. C'est ainsi que j'ai pris le temps d'attendre impatiemment jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est comme ça, la journée où il est arrivé, c'était en soirée. Moi, j'étais avec ma mère à la cuisine en train de nous affairer pour la préparation du repas du soir. Et puis on m'a dit, oh, papa, il est arrivé. J'ai couru là avec une joie immense. Papa, j'arrive. Quand mon père me voit, il me dit, je dis bonjour papa. Il me demande, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tiqué. J'ai dit, voyons, c'est quoi c'est... Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a demandé de venir? Je suis tombée de nuit. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus. Mon sang a fait un tour dans mon corps. Je me demande, mais voyons, pourquoi il me pose ces questions? Je n'avais même pas le temps de réfléchir afin de lui trouver des réponses. J'étais comme, qu'est-ce qui ne va pas? Puis du coup, il a commencé à non, toi tu fais plus partie de mes enfants, je n'ai plus rien à voir avec toi, j'ai déjà voté le budget de mes enfants, tu fais pas partie de mes enfants, je sais pas si c'est ta mère qui t'a demandé de venir, ben elle va s'occuper de toi, c'est à elle de te prendre en charge, j'ai rien à foutre de toi, je t'ai donné, c'est fini, et tu fais plus partie de ma famille. Oh, ok. Et que du coup, j'avais rien d'autre à faire que de pleurer. J'ai pleuré longtemps, et puis après ça, je ne sais même pas comment j'ai fait pour disparaître de sa vue, mais en tout cas, je me suis retrouvée à un moment donné que je n'étais plus devant lui. Et depuis le jour, là, mes vacances ont commencé à se passer très très mal. Je me posais plein de questions en tant que jeune adolescente qui rêvait de retrouver sa famille. Du coup, je suis aussi mal accueillie, fait que... Vraiment, là, c'était un gros choc pour moi. Mais j'ai passé toute la nuit à pleurer. Ma mère me dit non, arrête de pleurer, tu pleures pourquoi? Et je suis là, je vais m'occuper de toi et t'inquiète pas. Et le monsieur, lui, il n'arrêtait pas de me répéter. Là, chaque fois qu'il me croisait dans un coin ou un coin de la maison, il me le disait, toi, j'ai plus rien à voir avec toi. Tu ne fais plus partie de ma famille. Donc, va juste voir avec ta mère. Je ne sais pas qui t'a fait venir, mais en tout cas, moi, je t'ai oublié, c'est fini. Ok, fait que du coup, j'ai commencé à l'éviter tout le temps de mon séjour. Et puis, c'est un monsieur qui aimait beaucoup la terre. Il était fonctionnaire, il aimait beaucoup la terre. Fait que à chaque fois qu'il avait de petits congés, il allait dans ses plantations pour travailler. Et là, il s'apprêtait à partir avec sa famille. Et ma mère me dit, mais vas-y avec ton père. Ton père, il dit des choses qu'il ne pense pas. Fait que va avec lui, là, reste avec... il était polygame au passage. Fait que va avec lui, puis reste surtout auprès de sa dernière conjointe, là, aide-la un peu dans ses petits travaux domestiques et puis accompagne-la, soit ses petits soins. Elle seule pourra le convaincre. Je dis ok, fait que c'est ce que j'ai fait, je les ai suivis, malgré que le monsieur m'a interdit de venir avec eux, je les ai suivis. Et une fois arrivée, et dans les campements qui étaient à disons un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, là, vraiment dans les forêts denses, je n'aimais pas trop la nourriture qu'ils nous offraient. Et vu que ma mère ne restait pas loin, elle aussi, elle était dans
dans un champ voisin. Donc, je me cachais des fois pour aller, parce que les autres m'avaient montré où est-ce qu'elle était. On traversait une petite rivière pour s'y rendre, fait que les autres m'avaient déjà amené, fait que je savais c'était où. Fait que de temps en temps, j'allais voir ma mère, je mangeais là-bas pour le repas du soir et puis je revenais. Et c'est comme ça, une fois, j'ai mis un peu de temps. Et en revenant, mon père, il était déjà revenu du champ et il m'a demandé d'où est-ce que je venais. Je lui ai dit que j'allais voir ma mère. Puis il m'a dit, ben, je t'ai dit que je ne voulais plus te voir chez ta mère, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Retourne chez elle parce que moi, je ne veux plus te voir ici. Déjà que je ne voulais pas que tu reviennes ici et en plus, tu me désobéis en allant du côté de ta mère. Fait que retourne vers elle, moi, je ne veux pas te voir. Et tout en pleurs, toute seule dans la nuit noire, j'ai pris la route. Et en allant, en fait, il y a une petite rivière qui sépare les deux campements, celui de ma mère de là où on restait chez mon père. Et du coup, il y avait un tronc d'arbre qui servait de pont. Et en traversant la rivière, moi, innocemment, là, je me suis mise à pleurer. Et je suis allée chez ma mère. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je suis allée. Mon père, il m'a renvoyé. Il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir que de revenir chez toi. Ma mère me dit, non, vas-y, moi, je ne peux pas prendre l'engagement de te garder. Et retourne chez ton père. Et donc, ça faisait, mettons, 2 à 3 tours que je faisais entre les deux campements, dans la nuit noire, toute seule. Et du coup, je pleurais. Oh, j'ai personne dans mes pleurs. Je disais, oh, j'ai personne, j'ai ni père ni mère, je suis seule au monde, j'ai personne, je pleurais. Et puis après ça, bon, je suis retournée pareil. Là, ben, je me suis trouvé un coin, j'ai attendu que mon père soit couché. Puis je me suis trouvé un petit coin dans la maison pour aller me coucher. Et après cela, effectivement, mon père, après ça, on a passé les semaines, ou je ne sais plus, un mois ou quoi. Là. Et puis les choses sont passées comme ça. Puis nous sommes revenus au village. C'était la période des rentrées des classes. Fait qu'il avait tenu des réunions avec ses enfants. Et je me rappelle ce soir encore, nous étions tous assis dehors dans la grande cour en train de causer, de bavarder, de tout et de rien, de raconter des blagues entre frères. Mon père est venu, il a cité tous ses enfants pour aller assister à la réunion, sauf moi. Et là encore, j'ai broyé toutes les larmes de mon corps. Et ça s'est passé comme ça. Après la réunion, il leur a donné leurs enveloppes. Puis le matin à 5 heures, il est parti en ville. Ça veut dire que vraiment, là, il respectait sa parole comme quoi je ne faisais plus partie de ses enfants. Et là, ma mère s'est débrouillée, elle m'a donné quelques sous qui ne suffisaient pas, mais j'ai pris ça, puis je suis partie. Et pour en venir, c'est plus tard, des années plus tard, que je vais découvrir en fait que en traversant cette fameuse rivière, il y a un démon, un génie de l'eau ou je ne sais pas quoi là qui m'a possédé. En fait, dans les années 2000, en 2004, je suis allée dans un pays voisin avec une amie. C'était son pays d'origine, mais elle est née dans mon pays, celle-là. Je suis allée avec elle pour un problème de passeport. Et arrivée là-bas, la première nuit déjà, alors qu'on dormait, j'ai eu une attaque dans la nuit. J'ai reçu comme 2 poignards d'armes blanches dans mes côtes droites. Et du coup, j'ai crié, j'ai sursauté, je me suis levée de mon sommeil. Oh, on m'a piqué, on m'a piqué. Et elle dormait fortement. Ben, après ça, j'ai eu tellement mal, mais je me suis rendormie. J'ai essayé, j'ai prié, parce que j'étais devenue chrétienne. J'ai prié et je me suis rendormie. Puis après ça, le matin, je commençais à vomir du sang. Quand je mouchais du sang. Puis j'ai demandé à mon amie, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Regarde ce qui se passe. Elle dit, peut-être que c'est le changement des climats. J'ai dit, mais le changement des climats, nous sommes venus toutes les deux d'ailleurs. Comment se fait-il que c'est à moi seul ça arrive? Et après, tout ça s'est tellement dégradé. Je me suis retrouvée à l'hôpital, dans des camps de prière, dans un pays étranger. De peu, je mourais comme un poulet sans propriétaire là, à l'étranger. Bon, bref, je passe dessus.
J'ai fait environ 3 à 4 jours de maladie. Et mon amie m'a abandonnée dans son pays. Elle est rentrée dans le pays où nous résidions. Et je vous assure, quand je suis revenue chez nous, dans mon pays, plus tard, là, toute seule, abandonnée, quand je suis rentrée dans mon pays, j'avais l'air d'une cadavre. En 4 jours de maladie, j'étais méconnaissable. Et plus tard, les choses ont empiré. Après, c'est tombé dans la paralysie. Je commençais à avoir mal aux côtes, mal aux hanches, mal aux jambes, tellement de choses que du coup, je me suis retrouvée dans la paralysie, avec une paralysie. Et dans la maladie, Dieu qui m'aime, qui nous a toujours aimés. Et au passage, je voulais dire qu'avant d'effectuer le voyage, il y a une servante de Dieu que je connaissais, mais pas assez, qui m'avait appelé pour me mettre en garde. Le Seigneur dit que tu veux effectuer un voyage, mais il ne faut pas y aller parce que ça ne sera pas bon pour toi. Mais j'ai ignoré, je me suis même plaint. Puis j'ai murmuré, je me disais, oh, moi, les affaires des servantes de Dieu avec leurs prophéties, là, non, je ne suis pas d'accord pour ça. Mon ami et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, on était ensemble dans le monde. Aujourd'hui, on s'est convertis. Il n'y a pas une servante de Dieu qui sort de nulle part pour venir me dire de faire attention à elle et tout ça. Je n'ai pas aimé. Fait que j'ai murmuré avant de partir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne m'a pas laissé mourir. En fait, mon ami, avec l'accord de ma famille, qui était en train de vouloir m'achever, de vouloir me tuer. Et donc, revenu au pays, il y a une servante de Dieu, une autre servante de Dieu à qui le Seigneur avait parlé, qui est venue me chercher, qui m'a emmené dans l'église qu'elle fréquentait, et une église de feu. Et c'est là-bas, et j'ai resté chez elle, j'habitais chez elle, parce que j'étais vraiment en perte d'autonomie, là. Et donc, c'est étant avec cette dame-là, avec les prières de feu et autres, que j'ai réappris à marcher. Et puis, une nuit, alors que je dormais, c'est là que je vais avoir une visitation divine. Et cette nuit, dans mon sommeil, il était, disons, 4 heures du matin, parce qu'elle avait une aidante de maison, là, que je vais appeler, qui s'est levée à 4 heures ou 5 heures pour préparer ces choses pour aller vendre. Et c'est là que j'étais couchée, et puis du coup, j'ai commencé à sentir comme un volcan dans mon corps intérieur, alors que c'était ma délivrance. Du coup, j'ai eu tellement peur, je me suis recroquevillée fortement sur moi comme un fœtus. Mais le vent était tellement fort et je sentais, je bougeais. Étant couchée sur le matelas, je bougeais, mon cœur était secoué. Tout mon corps était secoué, grelottait, secoué fortement. Et c'est comme un démon. Et je voyais, en même temps, je voyais en vision. Et pendant ce temps-là, je me revoyais adolescente en train de marcher dans cette forêt noire, sur cette rivière, en train de traverser la rivière en pleurs. Et c'est à ce moment-là que ce démon est rentré en moi. Et j'ai vu ce démon sortir par mes narines. Quand il est sorti, j'ai vu le sang. Tellement, quand il est sorti, j'ai pensé qu'il allait m'emporter. Il est sorti avec violence. Et du coup, j'ai commencé à saigner du nez. Je me suis levée, j'étais faible, je marchais, je faisais de petits pas, mais je n'étais pas aussi forte. Parce que du coup, j'ai voulu me lever pour courir, mais j'étais tellement faible. C'est comme si il y avait une masse d'une tonne qui vivait en moi. Je me suis sentie légère, comme du coton. Et du coup, je me suis adossée au mur. Et c'est comme ça que la fille de maison de maman est venue, maman que je l'appelle, est venue m'aider. Et elle m'a demandé pourquoi tu pleures. Je ne pouvais même pas parler. Elle m'a aidé, elle m'a ramenée dans la maison pour me faire asseoir. Et en fait, c'est ça. Ça a été un gros choc, ça a été une grande délivrance.
Et vraiment, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a visité parce que cette délivrance-là, même aucun pasteur, je ne pense pas, pourrait. C'était une position très, très, très forte. Et vraiment, c'est le Seigneur, par sa miséricorde, qui a vu ma souffrance, qui m'a délivré. Fait que je ne sais pas ce que ces démons a gâché dans ma vie. Mais pour vous le dire, là, si je veux vous conter ma vie, c'est vraiment une histoire. Je vais écrire un gros livre. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Vivre comme un poulet sans propriétaire dans ce monde-là. Heureusement, Jésus est venu pour nous autres. Heureusement, il m'a racheté par son sang et il m'a donné une nouvelle vie aujourd'hui. Je lui rends grâce parce que tout est beau, tout est bien. Mais quand j'écoute les histoires là, que les personnes racontent, je me dis waouh, ça aurait pu être moi parce que j'avais aucune protection de mon enfance jusqu'à mon adolescence, jusqu'à ma majorité. Je n'avais aucune protection. J'étais avec des gens, mais c'est comme si j'étais seule. Vraiment, j'ai dit aux parents de Merci beaucoup. De l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans peu de temps.